Une vaste concertation nationale souhaitée par l'exécutif va donc être lancée. Elle passera par des débats autour des doléances des uns et des autres qui commencent à être déposées en mairie, comme vous allez voir sur ces images tournées aujourd'hui en Ille-et-Vilaine. Des revendications multiples et parfois contradictoires. À cela ajoutons depuis quelques jours une abréviation qui apparaît dans les cortèges RIC pour référendum d'initiative citoyenne, proposition qui mérite d'être décryptée. Laurence Decherf, Mathieu Drejoux. Il était hier sur toutes les lèvres et sur de nombreuses pancartes. Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, une des principales revendications des Gilets jaunes. Alors, le référendum d'initiative citoyenne, c'est quoi? Permettre aux citoyens de proposer une loi ou d'en supprimer une, de modifier la Constitution ou encore demander le départ d'un élu à partir du moment où 700 000 personnes le souhaitent. Ça permet en fait à tous les citoyens de pouvoir s'exprimer et de peut-être faire bouger des choses qu'on n'accepte pas. La question serait ensuite soumise au vote de l'intégralité des Français. En matière de référendum, qu'existe-t-il déjà? Dans la Constitution de 1958, seul le président de la République peut déclencher un référendum. En 2008, une nouvelle forme est possible, le référendum d'initiative partagée, sur proposition de 185 parlementaires et avec l'appui de 10% de l'électorat, soit près de 4,5 millions d'électeurs. En 10 ans, il n'a jamais été utilisé. D'abord, c'est très compliqué. 185 députés, 4 500 000 électeurs et aucun parlementaire, alors qu'il en avait la possibilité, n'a pris l'initiative, peut-être parce que les parlementaires se méfient de l'instrument même du référendum. Quelle est la promesse d'Emmanuel Macron? En 2017, lors de son discours devant le Congrès, le président évoque l'interaction avec les Français en dehors des élections. Je souhaite que le droit de pétition soit revu, afin que l'expression directe de nos concitoyens soit mieux prise en compte. Mais depuis 18 mois, aucune mesure concrète n'a été prise. La prise de parole d'Emmanuel Macron a été qualifiée de virage politique et économique. Sera-t-elle également une nouvelle phase de reprise de dialogue avec les corps intermédiaires, les maires, mais aussi avec les syndicats? Cette semaine, pour la première fois, la CFDT a remporté les élections professionnelles en s'imposant comme le premier syndicat de France. Qu'entend faire de cette victoire son leader, Laurent Berger? Nous l'avons rencontré. Reportage Guillaume Darret, Sylvain Giaume avec Annie Triboire. C'est avec le sourire qu'il nous accueille. Bonjour. Et il y a de quoi? Il restera celui qui a fait de la CFDT le premier syndicat français. Oui, c'était le bureau même d'Edmond Maire, Nicole Notat, et Jean Caspar et François Chérec. Ce bureau était celui de ses prédécesseurs. Parmi eux, Nicole Notat. Pour elle, c'est avant tout le succès d'une méthode. Sa personnalité, ses motivations, son obsession de la justice sociale, c'est vraiment Laurent Berger. Et en ce sens, il traduit bien, je crois, le fond culturel de la CFDT. Lui qui a commencé comme simple responsable régional succède en 2012 à François Chérec. Négocier plutôt que s'opposer, c'est la ligne Berger et celle de la CFDT. Mais pour ses détracteurs communistes, l'accusation de compromission avec le pouvoir n'est jamais loin. Ils signent des accords quelquefois avant même de mener la lutte et de connaître le contenu des accords. Mais moi, sur le terrain, je ne confonds jamais Laurent Berger, homme de pouvoir et homme de couloir, avec les syndiqués de base qui, au quotidien, peuvent se battre pour la vie réelle. Pendant le quinquennat de François Hollande, Laurent Berger est un interlocuteur privilégié de l'Élysée. Ce qui n'en fait pas pour autant un partenaire facile, c'est ce que nous confie l'ancien président. Il est affable, il est agréable, il peut être courtois, mais quand il a pris une position, il n'en démord pas. Quand cette position lui paraît être une ligne rouge. Avec Emmanuel Macron, en revanche, c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué. Des syndicats jusqu'alors négligés, dont l'exécutif paye le prix, selon lui, dans la crise des Gilets jaunes. À nier les corps intermédiaires, comme l'a fait ce président de la République, eh bien, il se retrouve dans une situation où on donne le sentiment que c'est que par la seule violence qu'on pourrait obtenir des résultats. Mais il est lucide, cette crise menace également les syndicats. Oui, le syndicalisme, je l'ai dit moi-même, il est mortel. Il est mortel s'il reste sur des postures, s'il refuse de regarder la réalité d'aujourd'hui.
Et donc, c'est pas le mouvement des Gilets jaunes, il nous interroge, évidemment. Il nous interroge sur ce qu'on est, sur ce qu'on est capable de produire. Mais vous savez que les gens, ils bossent dans cette maison. À lui comme aux autres, il reste en effet du travail. Aujourd'hui en France, seuls 11% des salariés publics et privés confondus sont syndiqués.